Maxime Pérez, vous êtes avec nous, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais à l'instant, nous voudrions essayer de mieux comprendre un peu les raisons de ce regain de tension que l'on a pu constater. Non seulement alors la semaine dernière avec ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, ces tirs en direction de Tel Aviv, donc avec la répercussion et les ripostes d'Israël, mais surtout de ce qui se passe actuellement ces derniers jours depuis dimanche en Judée et en Samarie, avec cet attentat d'Ariel, avec, on va dire, un schéma qui se reproduit. Alors, c'est vrai que la nuit dernière, les forces de sécurité israéliennes ont éliminé le terroriste qui est responsable de cet attentat, mais on remarque à chaque fois que les forces que ce soit les civils, mais aussi les militaires, ont du mal à éliminer ou à neutraliser presque automatiquement les terroristes dans ce genre d'attentat. Est-ce que c'est dû à plus d'audace de la part des terroristes eux-mêmes? Est-ce que c'est dû à une sorte de crainte de la part de certains civils ou en particulier de certains soldats? On en a parlé ces derniers jours, des craintes de certains soldats d'ouvrir le feu en direction de terroristes, de crainte d'être après ensuite poursuivis par le parquet militaire. Expliquez-nous les raisons qui font que ces derniers mois, en tout cas même depuis un an, eh bien, les forces israéliennes n'arrivent pas à éliminer tout de suite sur le terrain des terroristes qui sont coupables, qui se rendent coupables d'attentats meurtriers. Écoutez, d'abord, les relations sont assez délétères entre Israël et l'autorité palestinienne, même si la coopération sécuritaire a plus ou moins été maintenue ces derniers mois, malgré toutes sortes de menaces émises par le président palestinien Mahmoud Abbas. Mais il y a sans doute peut-être moins de vigilance de la part des forces de sécurité palestiniennes, moins promptes à avertir leurs homologues israéliens d'attentats en préparation. Et il est vrai que principalement dans ce domaine-là, la coopération entre Israël et l'autorité palestinienne concerne plutôt les cellules du Hamas, mais en vertu des accords d'Oslo et de ces accords de coopération, eh bien, l'autorité palestinienne est tenue éventuellement d'agir de manière préventive en cas d'attaque qui peut également venir d'autres organisations. Elle ne manque pas dans les territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne. On parle des Tanzim, mais il y a parfois vous le savez, des loups solitaires, mais qui se... C'est ça, alors, parce que là, effectivement, c'est lorsque les forces de sécurité palestiniennes sont au courant d'une telle ou telle organisation qui se prépare ou d'un tel attentat, mais lorsqu'il s'agit de loups solitaires, comme apparemment il s'agissait là, dans le cas précis de l'attentat d'Ariel, qui a coûté la vie à deux Israéliens, eh bien, on a l'impression que là, c'est-à-dire... quelque part, il y a une forme de tiédeur de la part de ceux qui sont sur le terrain, surtout des soldats. On a dit qu'il y avait peut-être ce que l'on appelle les contre-coups de l'affaire Elor Azaria et une volonté de certains soldats de ne pas aller au combat. On l'avait vu déjà au moment de l'attentat à Givat Asaf, avec 2 soldats israéliens qui avaient été tués et pas de contact avec le terroriste qui avait pu tirer et puis même s'enfuir. Vous mettez ça sur le compte d'une mauvaise coopération aujourd'hui sécuritaire entre Israël et les Palestiniens? Écoutez, en tout cas, je ne partage pas forcément cette analyse qui voudrait que les soldats israéliens soient plus réticents à faire usage de leurs armes. Depuis l'affaire Azaria, ça a été démenti par le commandement militaire de Tzahal, malgré des accusations venant justement des partisans de l'ancien soldat israélien qui avait marqué l'opinion publique israélienne, suscité une véritable controverse dans la classe politique. Non, écoutez, il y a eu une enquête préliminaire concernant cette attaque terroriste qui est intervenue dimanche au carrefour d'Ariel, et les enquêteurs de l'armée israélienne affirment que les soldats qui étaient déployés sur zone ont fait feu contre le terrorisme mais ne sont pas parvenus à l'atteindre, et qu'ils sont issus du régiment d'artillerie de Tzahal, que ne sont pas forcément formés à ce genre de situation. Et là se pose une question, je dirais, qui existe depuis une vingtaine d'années, voire plus, dans le haut commandement militaire israélien, et qui avait fait qui était revenu de manière assez brutale au moment de la seconde intifada. Eh bien, l'armée israélienne est-elle, et les soldats israéliens de manière générale, sont-ils aptes à mener des opérations de surveillance, voire des opérations
de police dans les territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne, ou plus largement en Judée-Samarie, où ils sont souvent attachés à la surveillance de carrefours, de localités juives, quand il n'y a pas de compagnies de sécurité privées qui peuvent assurer ce travail, voire même le ministère de la Défense. Il faut certes une vigilance de tout instant, mais globalement, on peut dire que la situation est plutôt pacifiée, ce qui peut... Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le sentiment que la situation est pacifiée. On a le sentiment qu'il y a des tensions et que quelque part même, alors on a du mal à discerner, et ça je voulais vous le demander aussi, est-ce que cette tension elle est créée artificiellement, elle existe véritablement? Est-ce qu'il y a par exemple aujourd'hui en Judée, en Samarie, une volonté du Hamas d'attiser la tension, une tension qu'il ne peut pas attiser de la même manière dans la bande de Gaza? Dans quel cas de figure on se trouve aujourd'hui? Alors, permettez-moi juste de terminer ma phrase précédente. Quand je dis que la situation est globalement pacifiée, j'entends que quand un soldat fait 8 heures de garde dans une position devant une implantation juive ou dans un carrefour où circulent parfois même des véhicules palestiniens, il ne peut pas y avoir 100% de vigilance. De vigilance. Et il y a forcément des moments de relâchement, il y a des journées qui se passent sans incident, et c'est ce contexte-là qui donne l'impression d'une pacification qui peut conduire à ce genre d'attaques qui surprennent les soldats israéliens. Mais encore une fois, ce que je disais, c'est qu'il y a certains contingents, certains bataillons de l'armée israélienne qui ne sont pas formés à ce genre de mission, et c'est ce qui a, semble-t-il, péché dimanche. Pour ce qui est du contexte, évidemment, depuis quelques années, on voit bien il y a des attaques qui sont menées par des cellules indépendantes, voire par ce qu'on appelle des loups solitaires, des Palestiniens sans background sécuritaire. C'est le cas de ce jeune terroriste qui a été tué hier soir dans un village de Ramallah, et qui d'ailleurs s'est réfugié dans une zone qui est plus difficile d'accès pour l'armée israélienne, parce que c'est dans une zone qui est quasiment entièrement sous contrôle de l'autorité palestinienne, où il y a des policiers palestiniens qui sont déployés. On est presque dans la capitale de l'autorité palestinienne, cette région de Ramallah. Il y a une plus grande densité de maisons, il y a peut-être moins de renseignements côté israélien, ce qui explique que les dernières traques ont mis plus de temps, même si il faut reconnaître que la dernière qui a conduit hier soir à l'élimination de ce terroriste n'a mis que 48 heures, mais toujours est-il que les Palestiniens ont compris qu'il y avait un point faible à explorer, et en se réfugiant dans la région de Ramallah, il est plus facile d'échapper au radar des services de renseignement israéliens. Et tout cela, vous nous le dites en confirmant les déclarations qui sont faites régulièrement par les responsables, par exemple, du Shin Bet, qui sont de dire que finalement, parmi lorsque l'on voit le graphe du nombre d'attentats, on comprend qu'il y en a pour l'immense majorité déjoués par les forces de sécurité, les services du Shin Bet, les services de renseignement, et on ne voit que le haut de l'iceberg, si l'on peut s'exprimer ainsi, lorsqu'il s'agit d'attentats terroristes en Judée, en Samarie. Il y a toujours des opérations préventives visant à empêcher des attentats qui pourraient être préparés. Absolument, cette politique est en œuvre depuis la fin de la seconde intifada. Israël a beau avoir réinvesti l'ensemble des villes sous contrôle de l'autorité palestinienne en 2002 lors de l'opération Rempart, eh bien, il n'a jamais été question de relâcher cet effort. Israël intervient presque chaque nuit dans des villages contre des terroristes potentiels, contre des infrastructures en préparation. Des caches d'armes sont régulièrement découverts, des ateliers de fabrication d'armes automatiques qui sont parfois retrouvés sur la scène d'attentats. Cet effort évidemment est essentiel pour permettre aux 500 000 Israéliens qui vivent en Judée-Samarie d'avoir à peu près, je dirais, un semblant de normalité dans leur quotidien, même si, Daniel, on n'en parle absolument pas, mais ils vivent dans un espèce de quotidien de menaces et d'attaques de moins grande intensité, peut-être moins spectaculaires, ce que les habitants appellent communément l'intifada silencieuse, ces jets de pierre, de cocktails Molotov, parfois de pots de peinture, clous
cette essence jetée sur la route pour déstabiliser les véhicules, et bien voilà à quoi font face les habitants israéliens de Judée-Samarie. Chaque jour, ils appellent ça l'intifada silencieuse. C'est cet harcèlement dont ils sont la cible venant de jeunes Palestiniens. Et ça, on n'en parle absolument pas. Et on peut imaginer quelle serait la situation s'il n'y avait pas une présence militaire constante dans cette région. Eh bien, alors Maxime, une dernière question peut-être avant de terminer notre entretien. Revenons sur ce qui s'est passé la semaine dernière dans la bande de Gaza, les tirs en direction du territoire israélien, de la métropole de Tel Aviv, qui ont pris de court, on va dire, l'échelon militaire israélien, et puis la riposte israélienne, et puis on retour au calme, ou même un calme précaire, puisqu'il y a toujours des ballons incendiaires qui sont envoyés à partir de la bande de Gaza. On est dans une situation, on va dire, dans une pause entre deux confrontations, ou alors vous acceptez l'argument de la défense nationale dans lequel il s'agissait tout simplement, ce tir de la semaine dernière en direction de Tel Aviv était une erreur? Écoutez, ça n'est pas la première fois qu'on entend cet argument, et force est de constater que la dernière fois qu'on l'avait entendu, c'était lors d'un tir de roquette Grad contre la ville de Beersheva, qui avait percuté de plein fouet une maison dans laquelle vivait une famille d'origine éthiopienne. Miraculeusement, cette famille avait eu le temps de trouver refuge dans un abri, mais on peut imaginer ce qui se serait passé si cette famille n'avait pas eu le temps de trouver refuge. Et on peut dire exactement la même chose pour ce qui est de l'incident de jeudi soir dernier, qui a surpris 2 millions d'Israéliens, qui a surpris même l'armée israélienne, un tir sans sommation, dirais-je, contre la région centre d'Israël, contre cette ville, cette grande métropole qui est Tel Aviv, et qui n'a suscité qu'une réponse globalement mesurée de l'armée israélienne, qui s'est contentée de frappes contre des bâtiments et des positions du Hamas inoccupées, qui, une fois de plus, comme elle le fait depuis un an, évite de toucher des chefs militaires, de mener des éliminations ciblées qui sont certainement plus dissuasives. Netanyahou, pour l'instant, ne souhaite pas aller dans ce sens-là. Il souhaite éviter l'escalade malgré l'appel de nombreux ministres. Et on en est là, à savoir que cette guerre larvée se poursuit, qu'elle va bientôt entrer dans sa deuxième année à partir du 30 mars prochain, sans qu'on ait le sentiment que la situation à Gaza soit proche d'un règlement politique. Et on a l'impression qu'à chaque fois, tout peut basculer vers une nouvelle confrontation militaire. Eh bien, merci beaucoup Maxime Pérez d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur ces derniers développements sécuritaires, que ce soit en Judée, en Samarie et dans la bande de Gaza. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Bonne journée, Daniel.